Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0. On a un nouvel épisode aujourd'hui qui va être passionnant. Et alors je voudrais vous parler d'une petite chose. On voit souvent les mêmes visages sur les réseaux, alors que des talents invisibles et brillants restent souvent dans l'ombre. Comment se montrer sans se travestir? Comment rayonner avec justesse sans en faire trop ni s'effacer? Alors mon invité du jour, c'est Lucie Lebaz, qui accompagne depuis plus de 20 ans entreprises, dirigeants et talents à haut potentiel pour qu'ils trouvent leur ton, exposent leur voix, prennent la parole et communiquent sur leur singularité sur LinkedIn et bien au-delà. Experte en personal branding pour dirigeants, conférencière et auteure de J'ai peur mais j'y vais aux éditions du Node, elle milite pour une visibilité consciente et assumée, ancrée et authentique. Et accessoirement, elle a été élue Femme Forbes 2025. Bonjour et bienvenue Lucie. Bonjour Johan, merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors je suis ravi parce qu'en préparant l'émission, on s'est rendu compte qu'on partageait plein de choses en commun et c'était une vraie belle rencontre et j'aimerais partager avec mes auditeurs mais ton univers, ce qui t'a construit. Et pour commencer tout ça, est-ce que tu peux nous faire un petit brief pour ceux qui ne te connaissent pas sur ton parcours qui t'a mené de Londres à Paris en passant par le Québec? Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi d'aider les autres à rayonner? Alors, faut savoir que j'ai développé, on va dire relativement tôt, le goût du voyage. Pendant mes études, moi j'ai fait des études en art graphique, en communication visuelle, et très vite, je me suis sentie appelée à aller voir au-delà des frontières de l'Octogone ce qu'il se passait. Et une opportunité, donc, dans le cadre de mon parcours scolaire, s'est présentée. Et je suis partie donc au Canada. Et quand je suis revenue du Canada, ben, j'avais encore un petit bout de chemin d'études à faire pour avoir mon diplôme, hein, quelques mois. Mais l'envie et l'idée et même le besoin, en fait, presque viscéral à cette époque, de m'expatrier, en fait, est devenu à ce moment-là une évidence. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez mes parents en région parisienne, j'étais mais tellement mal, vraiment. Je ne voulais qu'une chose, c'était repartir. Alors, je n'avais pas encore eu l'idée de Londres. Je me suis dit, bah, je repars au Canada. Et puis, en fait, en mûrissant l'idée d'expatriation, euh, pour moi, la créativité, c'était à Londres que ça se trouvait encore plus. Et que c'était là aussi que je pouvais vraiment faire déclencher les choses au niveau international, apprendre et pratiquer l'anglais pour avoir un niveau bilingue, parce que vraiment, je visais ça. Et puis, je visais vraiment un parcours vraiment planétaire, en fait, hein. C'était vraiment ma vision. Je voulais vraiment pas me restreindre. Donc, pour moi, il fallait aller dans un centre culturel qui est Londres, ce qui est un centre européen. En tout cas, avant le Brexit, c'était vraiment bien, bien le cas. C'était un moulin où on trouvait toutes les nationalités où on pouvait rencontrer les plus grands designers. Enfin, c'était pour moi, j'étais ultra inspirée par cette idée. Et donc, ça a été le début d'un chemin vers l'expatriation. Et pour aller en accélérer, l'envie de faire rayonner les autres, ben déjà, j'ai commencé à faire rayonner les entreprises. Et ensuite, moi, en me mettant à mon compte, et on le verra, je pense, plus tard dans l'entretien, je me suis beaucoup invisibilisée. Je pensais que c'était pas moi qui étais intéressante et que c'était davantage mon portfolio. Donc, mes premières années en tant qu'indépendante, elles ont été dures parce que je me freinais beaucoup et je lissais beaucoup mon histoire comme ma personnalité.
Et c'est quand j'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi, en mon vécu, en mon parcours, et donc à créer vraiment des connexions plus authentiques avec mes clients, que j'ai constaté que c'était ça, finalement, la clé. Et à ce moment-là, mon activité prend super bien. Je suis de plus en plus à l'aise et avec le confort vient pas l'ennui, mais l'envie de faire quelque chose d'un peu plus profond, plus utile. Et je me dirige d'abord vers l'UX design. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'expérience utilisateur qui me rapprochait beaucoup plus de l'humain, de ses besoins, de la psychologie. Et puis moi, j'avais fait aussi un parcours de développement personnel suite à des événements professionnels dont je parlerai certainement plus tard et dont en tout cas je parle dans mon livre, Burnout, harcèlement moral, et qui m'ont amené à me poser beaucoup plus de questions sur qui je suis, ce que je veux et ma valeur, au-delà de mon savoir-faire. Donc tout ça se faisant, j'avance vers l'UX design, donc je me rapproche de l'humain en mêlant toujours la touche de design. Je sens que c'est intéressant, mais que c'est pas exactement là où j'ai envie d'être. Je me rapproche ensuite vers la transmission, en fait, la pédagogie. Et là, à partir de là, je sens que j'aime bien. Je sens que quand j'y vais, quand je donne cours, je suis utile. Mon parcours, ma parenthèse en UX m'a appris aussi à être dans un esprit de consultante, ce que j'avais pas appris forcément en tant que créative. Donc à structurer mes idées. Là, je structure mes cours, je transmets. Je suis en direct avec des réactions humaines, hein, pas du tout lisses. Quand on a des étudiants qui s'endorment ou qui regardent Instagram, là, on comprend qu'il faut remanier peut-être son cours ou trouver une manière encore plus directe et plus impactante pour pouvoir les engager. Et ensuite, l'année suivante, l'année du Covid, je me dis, bon, ben, tout ça est hyper intéressant, mais là, je sens que j'ai besoin de faire encore un pas plus loin et de m'éloigner un peu plus encore de mon premier métier qui est le design, la création et la direction artistique. Et là, par l'accompagnement, justement, moi-même, je me suis fait accompagner, devient une évidence, c'est-à-dire le croisement entre l'humain, le conseil, la transmission et la communication. Et évidemment, la marque. Tout ça fait émerger un premier programme en personal branding. C'est-à-dire que le personal branding devient presque une évidence, comme l'expatriation l'avait été 15 ans plus tôt. Eh oui. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me dis, mais il faut que je le fasse. Et là, j'ai même pas 2 secondes le syndrome de l'imposteur. Je me dis, je dois le faire, je veux le faire, je dois le faire. Le syndrome de l'imposteur s'est imposé un peu plus tard, euh, par des moments de doute ou des moments où je me suis dit, en fait, les gens m'ont toujours vue comme une DA, comme une créative. Et comment ils peuvent me donner du crédit, à leur donner des conseils sur leur posture, leur communication et leur marque personnelle. Enfin, des fois, j'avais moi-même ce que j'appelle le Gérard. Moi-même, j'avais mon Gérard qui commençait à me faire douter. Mais dans tous les cas, je continuais. Et à ce moment-là, je lance ma V1 d'accompagnement en août 2020. Et j'ai mes premiers clients par mes clients, mes anciens clients qui deviennent mes nouveaux clients dans cette activité, Et puis, je me lance sur Insta, je me lance sur LinkedIn à faire des choses qui sont pas du tout corporate, des choses que j'ai jamais faites, des choses qui me font moi-même peur. Et en même temps, je me dis, mais c'est fou, j'ai trop envie. Plus ça me fait peur, plus ça m'excite. Donc, je deviens un peu ma boule de la peur. Mais en même temps, je sens que tant que j'ai l'envie de le faire, c'est ça le plus important. Voilà. Pour Et donc, répondre brièvement à cette première question. Et c'est du là que coup, j'en vois en fait du rayonnement pour les autres, pour les aider, pour être utile. Et cette envie que, en fait, moi, j'ai transformée. C'est-à-dire que je suis passée par cette invisibilité. Je suis passée aussi par la case salariat où personne ne me voyait à part mon travail. Donc, je sais ce qui se passe dans la tête d'un humain qui n'ose pas prendre la lumière pour plein de raisons. Plein de raisons. Parce qu'il ne se sent pas légitime, parce qu'il a peur de se tirer une balle dans le pied s'il le fait mal, parce que il a eu des mots MAUX dans ses expériences professionnelles et il a peur d'être exposé sur LinkedIn, de croiser un ex-boss, un ex-collègue, genre, que sais-je. Il y a plein de raisons.
le cerveau est très complexe et très malin pour trouver plein d'excuses pour ne pas se mettre en avant. Et je pense que mes premières années, ben, j'ai brassé plein d'excuses, hein. Enfin, je parle des premières années, je parle un bon 3 ans, hein. Ouais. Donc voilà. Et avant que je commence à communiquer mon histoire à mes clients, je ne parle même pas d'Instagram et de LinkedIn à ce moment-là, hein. LinkedIn, Instagram, c'est venu au moment où je me suis dit, bah, en fait, vu que je parle de personal branding, il faut que j'incarne. Je ne peux pas dire aux autres de s'exposer sur les réseaux sociaux en parlant d'eux, en se distinguant et en exposant une singularité si moi-même je me rends invisible. De toute façon, ça va pas me, enfin, je veux dire, ça va pas m'aider. Donc, je suis la première à me rendre service, donc j'y vais. Oui, tu es la propre vitrine vivante de ton travail, de ce que tu proposes du coup. Ah ben bien Donc, sûr. Et quand je vois hein, beaucoup de personnes qui font du personal branding et qui ne s'exposent pas, ou pensent s'exposer, mais en fait portent des masques. C'est-à-dire, on ne connaît pas leur parcours, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne voit que des résultats, des conseils pour les autres, non incarnés. Eh bien, moi, ça me fait peur. Voilà, mm. Ah, je te comprends. On a besoin du sens. On a besoin que les gens bien sûr, de puissent cohérence montrer en tout justement cas, leur vulnérabilité et puis bien sûr. et aussi leur potentiel. Alors moi, dans tout ce que tu m'as dit, alors bien sûr, tu oses, et je trouve que c'est courageux de ta part d'oser parler de tes peurs, justement, que tu en as éprouvées. Comment tu as fait, toi, pour les surmonter? Sur quelles ressources tu t'es appuyé pour oser y aller, justement? Oui, bien sûr. Euh, alors, bah en fait, je sentais que, comme je l'ai dit, j'avais envie de... Je pense qu'il y avait une part de moi à cette époque. C'était la part vulnérable qui avait besoin de prouver. Et c'était mon ego aussi qui m'a beaucoup drivé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire Mhm. il m'a dit que enfin, je, je devais prouver que j'étais pas juste un savoir-faire, que j'étais pas ni trop ni pas assez. Et je pense que les expériences professionnelles, mais aussi personnelles, parce que moi j'ai fait des rencontres, voilà, sur le plan relationnel qui parfois n'ont pas été toujours bienveillantes, mais finalement m'ont fait grandir. Eh bien, je pense que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je me suis dit, mais merde, en fait, jamais je n'accepterai plus qu'on me dise t'es trop ou t'es pas assez. Mhm. Et pour me valider, ben, en fait, pour être validée, je me suis dit, ben, en fait, je suis d'abord la première à me valider. Je n'attends plus la validation extérieure et je veux reprendre mon pouvoir, en fait. Je veux enfin, vraiment ne plus être à la merci des goûts et des saveurs des autres. Donc, que ce soit un copain, que ce soit un boss, que ce soit voilà, un ami, je ne veux plus être sous l'emprise du jugement. Donc, c'est une décision. C'est une décision que Mhm. j'ai prise, en fait. Pour moi, j'avais trop laissé passer, j'avais trop essayé de plaire, et à mes dépens, ça m'avait rendue finalement plus que malheureuse. J'ai étouffé une version plus authentique, plus vraie et plus juste pour mon équilibre, au profit d'essayer de plaire en fait, de séduire. Donc, et au bout d'un moment, le burn-out, il n'est pas que professionnel, il devient aussi entre la relation qu'on a entre soi et soi-même. Et je pense que j'étais arrivée à un moment de trop plein en fait. Mhm. Et justement, parce que on sent, et on a préparé l'émission, on sent aussi que tu as un vécu en termes de développement personnel. Est-ce que tu t'es fait accompagner justement dans ce processus d'accouchement de toi, de Oui. renaissance, d'oser assumer qui tu es? Et si oui, par qui? Alors, je donnerai pas forcément les noms, Mhm. mais en tout cas, oui, pour moi, il y a eu un chemin d'accompagnement qui, en fait, en vrai, ça a été encore une fois au tout début, j'étais pas si consciente que ça, ni si éveillée par rapport à la version d'après. C'était pour faire grandir mon business. Donc, j'ai été vers un coach business, mais comme tu le sais, Johan, on est les deux faces d'une même pièce. Eh oui. Donc, ben, véritablement, pour déclencher un autre chiffre d'affaires, il faut faire péter certaines croyances, il faut se regarder autrement et il faut se projeter dans une autre version, on va dire quantique. Donc ça peut paraître un peu perché de dire ça pour certains qui sont plus rationnels, mais en tout cas,
la transformation, elle s'est opérée ainsi, où on n'a pas forcément parlé de business plan, on a parlé de ce qu'il y avait dans ma tête finalement, hein, l'alignement. Et en fait, ça a été là le déclencheur. Donc, ça a été d'abord 80% de mindset et 20% de stratégie. Et finalement, quand j'ai commencé à rentrer dans cette connaissance de moi, ben, j'ai enchaîné d'autres accompagnements. Alors, parfois, c'était plus marketing, mais toujours, ça revenait à moi, en fait. Puisque, en plus, la matière que je propose, c'est du personal branding. Donc, il est essentiel que je me connaisse bien et que je me vois évoluer et que j'accepte l'évolution et la connaissance qui n'est jamais figée dans la certitude. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris aussi, hein, parce que moi, je faisais partie des gens qui, ah ben, je suis comme ça, je ne peux, comment on peut me demander de changer alors que je suis comme ça. Enfin, voilà, j'avais cet état d'esprit, mais le fruit d'un conditionnement, de plein de choses. J'accuse rien, mais j'explique. Et en tout cas, oui, bien sûr, l'accompagnement, la transformation, elle ne s'est pas opérée toute seule. Elle est née une grande envie, une grande motivation de ma part. Je voulais changer et ma vie et la personne que j'étais, j'avais envie de l'incarner différemment. Et je voulais avoir une réalité différente autour de moi. Donc, pour ça, j'ai été chercher des outils. Donc, un coach, c'est comme un outil, sauf qu'il est humain, il t'aide, Mhm. il a un plan pour toi. Et j'étais prête, en fait. Voilà. Mm. J'étais Alors, là, j'étais coachable, en fait, ce que je veux dire. Voilà, ouais, tu étais mature à tout ça et tu avais une vraie volonté. Et ça, c'est la clé d'ailleurs pour toute démarche, hein, finalement. tout à fait. Parce Alors, que ça n'a pas été simple et de se prendre, enfin, voilà, moi je me souviens, il y a des moments où je m'en suis pris plein la figure, hein, et j'aimais ça en fait. Plus tu me disais mes quatre vérités, plus j'en apprenais sur moi, sur la perception que l'autre avait de moi, mais aussi un recul par rapport à ce qu'on pouvait comprendre, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. En fait, plus tu apprends à mieux te comprendre, plus tu apprends à mieux comprendre l'autre aussi, dans sa perception, mm, dans le regard qu'il porte au monde. Et tu apprends que finalement, tu n'as pas une vérité, en mm, fait. Il y a des vérités. complètement. Alors justement, qu'est-ce que dans ceux que tu accompagnes, donc tu as parlé des dirigeants, tout type de public, en fait, c'est un public assez large. Qu'est-ce Mhm. que tu constates comme les peurs les plus fréquentes qui les limitent et qu'il faut faire sauter pour pouvoir accéder à une autre version d'eux-mêmes, en fait? Bien sûr. Alors, une nouvelle version, parce que moi, je ne suis pas coach en développement personnel, hein. Je fais vraiment des choses finalement qui découlent d'une connaissance de soi, enfin, finalement, irréfragable, incontournable, mais qui après descendent sur des choses très pratiques et très opérationnelles, Oui. c'est-à-dire de la communication, bah voilà, sur les réseaux, LinkedIn notamment. Donc, le constat, et ça je l'explique bien dans le livre, c'est que ce soit l'indépendant ou le CIO d'une grosse boîte, la peur, elle est toujours dans la peur du jugement, la peur de mal faire. Si mon post, personne ne le like, si au contraire les gens le voient et trouvent ça nul, bah, je suis en train de me tirer une balle dans le pied sur mon projet d'indépendance comme ma position de CIO, donc je ne préfère ne rien faire. Donc c'est la peur de paraître trop aussi, parfois, celui qui prend le melon, celui qui se la raconte. C'est la peur de faire de l'ombre aux autres. Ça, je l'ai entendu. Je trouve ça absolument absurde parce que c'est en vérité un camouflage de l'ego qui a surtout peur de prendre aucune lumière, hein, Ça, et que personne ne le regarde. Donc il est ça, la fausse timidité, mais voilà. Je suis vraiment pas dupe sur ce genre de choses. Les stratégies égotiques comme ça, mais qu'on a tous, hein, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais bien voilà, sûr. il faut savoir juste les identifier. Et c'est souvent les mêmes, en fait, que une personne brasse des millions ou beaucoup moins, qu'elle soit en transition aussi professionnelle ou qu'elle soit en création d'entreprise, c'est toujours l'idée de l'image qu'on renvoie. Et en fait, les gens se regardent beaucoup trop dans les yeux des autres, au lieu d'être concentrés sur leur utilité. Et en fait, moi, quand ils viennent me voir, la première chose que je leur demande, c'est pourquoi vous voulez le faire.
Bien souvent, j'ai pas toujours la vraie réponse à la première, à la première du premier coup. Mhm. Il faut que souvent que je les confronte un peu. Et en fait, quand on arrive à finalement le why, hein, le fameux pourquoi, là, ils se sentent beaucoup plus rassurés parce qu'en fait, ils se disent que finalement la lumière, ça les concerne pas. C'est pas sur eux qu'on va regarder, hein. C'est eux, ils sont qu'un porte-parole. Et ça, c'est vachement plus intéressant. Déjà, ça les détend et ça les rend plus authentiques. Ils sont dans quelque chose au service d'eux. Oui, Donc, ça change tout. Ça change tout pour l'impulsion d'une publication LinkedIn, d'un live Instagram. Ils sont plus là en train de se dire est-ce que je suis bien maquillée? Ils sont juste en train de se dire bah, en fait, là, mon rôle, c'est d'aller porter un message qui va être hyper utile à d'autres personnes qui attendent ce message. C'est génial. Donc, c'est ça. ça neutralise vachement l'ego. On revient au On cœur, re- en fait. Au cœur, à l'essence, exactement. Et ça, on en a besoin dans notre société. Et, euh, et tu vois, ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser. C'est que souvent, tu sais, on entend le personal branding comme, ouais, comme une stratégie marketing. Mais en fait, tu vas au-delà de ça, finalement. C'est plus profond que ça. Alors, moi, je me suis jamais positionnée comme, par exemple, ce qu'on appelle le growth hacker, Mhm. c'est-à-dire la personne qui va t'aider à rafler plein de likes et qui va te donner tous les tips sur l'algo. Par contre, moi, ce que je peux te promettre, c'est que tu vas avoir une communication tellement alignée, tellement juste, que tu vas attirer des personnes qui sont hyper justes et alignées avec toi de Eh oui. manière pérenne. C'est-à-dire que lorsqu'on tape sur ton nom sur Google, il y a des contenus qui sont forts, qui sont authentiques et qui vont pouvoir être dans la durée, en fait, qui vont être pérennes. C'est-à-dire on les tape, on les découvre 5 ans plus tard, on les trouve toujours aussi justes et intelligents et qui ne répondent pas spécialement à la traite du moment de 2023 ou de 2022 ou de 2018. Non, c'est un discours beaucoup plus pérenne, beaucoup plus fondateur. Et est-ce que tu peux, je me suis je digresse un peu, est-ce que tu peux me répéter ta question, Johan, s'il te plaît? En fait, c'était justement, mais tu y réponds très bien, hein, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Au niveau du personal branding, souvent on associe ça à une Mm, stratégie marketing, d'accord. mais c'est bien plus que ça. Effectivement, c'est ce que tu es en train d'expliquer, je trouve. Ça n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, la fin en soi, pour que les gens, enfin, pourquoi faire du personal branding? C'est pour porter un message, mais souvent dans un but, évidemment, de faire grandir son entreprise, son projet professionnel. Donc ça, faut en être conscient, il faut l'assumer. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que ça appelle à une connaissance de soi qui demande une exigence, d'aller voir un peu ses masques, ses travers, voir être honnête avec soi. Et c'est pour ça que quand il y a des personal branding qui ne sont pas congruents entre les versions, avec des storytelling qui sentent mais vraiment la construction et l'imagination plus que la véracité et l'authenticité, eh bien, c'est là où en fait la limite, enfin, on sent la limite de l'exercice et que on est dans du fake branding et non plus du Oui. personal branding. Donc, on n'est pas obligé de tout dire, c'est pas la question et c'est là où ça devient stratégique. Qu'est-ce qui est utile au projet? Qu'est-ce qui est utile à la cible? Et là, on rentre dans une vraie démarche de stratégie qu'on fait ensemble, bien évidemment. Mais à la base, c'est aussi un travail introspectif. J'ai récemment accompagné une cliente qui m'a avoué, qui m'a dit, mais en fait, Lucie, je ne me connais pas. Eh bien, avant de commencer à poser les bases de sa ligne éditoriale, je lui ai demandé des exercices de connaissance de soi. Et on a fait pas mal d'exercices ensemble là-dessus, en fait. Des exercices profonds pour qu'en en fait, elle se rende compte de la personne qu'elle est et non pas qu'elle s'est imposée d'être pour plaire. Alors, tu sais, je trouve très intéressant cet échange et je fais une transposition dans le domaine de l'entreprise parce que finalement, la clé de beaucoup de DRH, quand j'en discute avec eux, c'est ils veulent essayer d'amener cette culture de l'authenticité, mieux se connaître. Est-ce que c'est pas aussi ce modèle, cette approche que tu as, de le dupliquer à des programmes qui ont, et peut-être tu le fais déjà, hein, mais qui touchent un volet collectif encore plus large pour Bien sûr. contribuer à la stratégie RH de Ah l'entreprise? bah, tout à fait. Enfin,
C'est étonnant, je t'en ai pas parlé, mais évidemment, j'accompagne les entreprises en employee advocacy et de plus Oui. en plus, en fait, les dirigeants pour leurs équipes ont l'idée en fait, de les embarquer dans cette aventure pour, en fait, créer une aventure win-win. C'est-à-dire, ça met en valeur évidemment le salarié, comme ça crée une aura pour l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait vertueux. À partir du moment où on met en place de l'inspiration et non pas un schéma de comparaison entre les salariés, qu'on instaure vraiment un esprit de fédération autour de valeurs, autour d'une communication qui à la base est commune, mais après est interprétée différemment par chaque membre de l'équipe ou du département. Et c'est là où ça devient du corporate personal branding, et ça devient hyper intéressant. Moi, je sais que si à l'époque, lorsque j'étais salariée, on m'avait embarqué dans cette aventure en me disant, bah voilà, ça va en plus te faire rayonner, mais j'aurais été trop contente parce que ça voudrait dire que j'aurais eu le soutien de ma boîte à me mettre en avant sur des sujets que je trouve intéressants, inspirants, intelligents, utiles. Donc, c'est pas juste me starifier, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas l'idée de me starifier en tant que salarié, c'est juste d'être un bon porte-parole, un bon ambassadeur. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça veut dire que l'entreprise me fait confiance pour être suffisamment valorisée parce qu'elle prend quelque part un risque à valoriser ses talents aussi, hein. Je peux me faire chasser si je suis trop intéressante, trop sexy, et en même temps, elle me fait confiance. Donc, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement positif. Et tu sais, ça rejoint une clé que je trouve, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de salariés, en fait, mais qui vont explorer du développement de personnel pour aller mieux se connaître, des dirigeants qui font la même chose, et finalement, on arrive dans le monde de l'entreprise, il y a une omerta et un tabou, et ça pourrait être une clé super intéressante de dire, ben voilà, comment on peut vous accompagner à être plus authentique, plus assumer qui vous êtes et mieux vous connaître. Donc, ça pourrait être intéressant pour déverrouiller un peu sur chacun le fait d'expérimenter de son côté, finalement, ne veut pas trop en parler. Donc, tu libères la Alors, parole, en fait. tout à fait. Mais moi, j'explique bien à mes clients qui sont des dirigeants, lorsqu'ils veulent finalement former et accompagner leurs équipes en employee advocacy, je leur dis, mais vous devez être sûr qu'ils ont envie, Eh sans oui. la validation de votre équipe, ou au moins qu'ils ont un intérêt. Vous ne pourrez forcer personne parce que déjà contractuellement, vous ne pouvez pas forcer personne à utiliser le LinkedIn personnel pour le LinkedIn pour valoriser la boîte. Mhm. Et ensuite, moi, j'en rajoute une couche en préambule de ma formation. J'ai toujours enfin voilà, quelques minutes sur les freins potentiels. Je les connais pas tous, mais j'en ai une bonne dizaine. Donc, j'ai une liste assez longue que je fais péter de manière à ce que je puisse détendre les esprits, anesthésier le Gérard de chaque apprenant et qu'on puisse avancer sur des bases hyper saines et constructives. Eh bien, je trouve ça vraiment très passionnant, c'est vraiment intéressant et comme on avance un peu dans notre entretien, moi j'aimerais, aussi aller faire pas un retour vers le futur, mais un bond vers le futur et avoir un petit peu ta vision et partager ta vision sur comment peut évoluer ce leadership à la lecture de tout ce qu'on vient d'échanger. Comment ça peut évoluer d'après toi? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je pense que un leadership qui est incarné et conscient par un manager, bah, il devient aussi contagieux. Donc, il inspire les managers, donc à prendre plus de responsabilités, à être plus impliqués. J'ai plein d'exemples autour de moi où je vois des salariés qui sont pas non plus hyper, qui n'ont pas non plus une grande antériorité dans leur boîte et qui se donnent à fond parce que finalement, elles apprécient beaucoup leur boss, elles le trouvent bienveillant, elles le trouvent impliqué. Et ça crée des bons maillons sur une chaîne. Et je pense que le leadership qui a sa place aujourd'hui, c'est un leadership qui est ancré dans l'intelligence émotionnelle. Autant que stratégique, évidemment, hein. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est pas un hobby. Donc voilà, qui est capable de dire ben ça je ne sais pas le faire sans perdre en autorité. Donc l'aveu pas de faiblesse mais l'aveu de non-certitude.
Et puis, porteur d'énergie plutôt que ouais, comme je l'ai dit, porteur d'énergie plutôt que de certitude. Pour moi, un leader, c'est un passeur de lumière, quoi, plus qu'un détenteur de pouvoir. Et justement, est-ce que tu peux, enfin, on peut escompter, d'avoir une logique de performance économique en justement en instaurant, hem, cette nouvelle vision du leadership? Est-ce que, tu fais le lien entre les 2 avec des impacts économiques justement? Parce que c'est quand même des Ah entreprises avec une ben logique oui. économique. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Bah, je lis quand même les news, je vois quand même que un recrutement, ça coûte super cher, que voir quelqu'un s'en aller au bout de 6 mois ou moins ou un peu plus, ça coûte hyper cher à la boîte parce qu'il faut le former, il faut recruter derrière. Donc il y a un temps de latence, à un moment où il n'est pas performant tout de suite. Donc finalement, quand on a des bonnes ressources, les fidéliser, pardon. Donc, Mmh. savoir agir entre fermeté et souplesse et naviguer entre les intelligences, qu'elles soient émotionnelles, stratégiques ou émotionnelles, je pense que c'est la clé aujourd'hui pour que on n'ait pas envie d'avoir des victimes, des bourreaux et des sauveurs, hein, et qu'on soit dans un vilain triangle de Karpman au travail. Moi, je l'ai vécu et pas une fois, et ça fait des burn-out, des démissions et des ruptures conventionnelles. Donc, ça fait mal à l'entreprise économiquement, vu que la question c'était sur l'économie. C'est Mmh. pas bon et ça fait du mal à tout le monde. Humainement, c'est un désastre. Complètement. Mais écoute, c'était passionnant cet échange. En plus, tu es très engagé, on le sent, et émotionnellement aussi, et je trouve que ça fait du bien d'avoir ces discours authentiques. Je te remercie vraiment pour cette conversation inspirante. Merci, J'aimerais aussi, Johan. mais je te remercie et j'aimerais vraiment rajouter aussi que dans cette notion de visibilité, que c'est pas une question uniquement d'ego, c'est bien placé, mais de présence juste et de contribution. Mm. Et je trouve que c'est vraiment important, ça fait du bien dans notre paysage, on a besoin d'avoir ce discours-là. Et ceux qui veulent aller plus loin, on n'a pas beaucoup parlé, mais tu as écrit un livre qui s'appelle «J'ai peur, mais j'y vais». Oui, aux Donc éditions du ils Nord. peuvent le commander chez Dunod et Mhm. aussi te retrouver, alors tu as plein de ressources sur ton site. Moi j'ai vu sur ton LinkedIn et sur ton Instagram, plein de contenus inspirants. Donc j'invite les auditeurs à aller, se connecter avec tes comptes, échanger avec toi et puis d'aller un petit peu plus loin. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour cet accueil et ces belles questions. J'étais heureuse de pouvoir y répondre. Et voilà, toujours dans un esprit d'être utile. C'est vraiment ma démarche, peu importe ce que je fais. Voilà. Merci infiniment, Lucie, et merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Et puis, je donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes, de nouvelles visions, de nouvelles personnalités tout aussi enrichissantes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Lucie. Merci, Johan. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.